Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, les crises ne s'additionnent plus, elles se répondent. Au Moyen-Orient, 3 mois de guerre n'ont pas détruit le programme nucléaire iranien. Au contraire, ils l'ont même peut-être rendu invisible. Les négociations de paix sont dans l'impasse, les cessez-le-feu s'effondrent les uns après les autres et le détroit d'Ormuz reste fermé pendant que les prix du pétrole restent scotchés aux alentours de 96 dollars le baril. En Europe, Volodymyr Zelensky tend la main à Vladimir Poutine dans une lettre publique inédite depuis 2022, non pas par optimisme mais par lucidité. En effet, Washington a la tête ailleurs, la fenêtre est courte, il faut donc agir seul. Pendant ce temps, l'Union européenne rêve à voix haute d'un bloc à 40 membres. Les pétro-monarchies du Golfe redessinent à coups de milliards leur carte énergétique pour ne plus jamais dépendre d'un seul détroit. Et sur les marchés financiers, le crédit privé, pourtant présenté comme l'Eldorado ces dernières années, montre ses premières lézardes structurelles. 5 sujets, un seul récit, celui d'un ordre mondial qui se réorganise en temps réel, sous pression, sans filet. Bienvenue dans le JT de TV Finance. L'objectif affiché, martelé, justificatif de tout le reste, empêcher l'Iran de construire la bombe nucléaire. Des frappes massives, rappelez-vous, ont été lancées en juin 2025, puis à nouveau en février 2026. Et ce matin, tenez-vous bien, l'agence de surveillance nucléaire de l'ONU livre un constat qui devrait glacer les chancelleries. Le programme nucléaire iranien est resté globalement inchangé malgré 3 mois de guerre. Mais le bilan va bien au-delà de l'échec stratégique. Il ouvre un abîme d'incertitude bien plus inquiétant. En effet, depuis les premières frappes, des stocks d'uranium enrichi à 60%, techniquement très proches des 90% nécessaires à la fabrication d'une arme atomique, ces stocks sont introuvables. L'AIEA ne peut plus accéder au site bombardé. Elle a perdu ce qu'elle appelle la continuité des connaissances. En clair, personne, ni à Vienne, ni à Washington, ni à Tel Aviv ne sait avec certitude où est cet uranium. Ce paradoxe s'explique par une réalité que les stratèges connaissent depuis Osirak en 1981. Frapper un programme nucléaire ne le détruit pas, il le disperse. Les bombes détruisent le béton, elles ne détruisent pas la connaissance. Pire encore, en chassant les inspecteurs des sites iraniens, la guerre a aveuglé précisément ce dont le rôle était de surveiller. Ce rapport tombe au pire moment. Le Hezbollah a rejeté le nouveau cessez-le-feu négocié par Washington. Les affrontements irano-américains dans le Golfe se sont intensifiés, Hormuz reste fermé et les négociations indirectes piétinent sur une question centrale. Donald Trump exige que l'Iran renonce à ses stocks enrichis, mais comment négocier la remise d'un stock dont on a perdu la trace? L'Iran joue sur cette ambiguïté comme une monnaie d'échange. Tant que personne ne sait exactement ce qu'il possède, il peut tout promettre sans rien céder. C'est la logique de la dissuasion par le flou, une stratégie que la Corée du Nord a perfectionnée pendant plus de 30 ans. La guerre devait détruire la menace nucléaire iranienne et elle l'a peut-être rendue invisible, et ce qui est infiniment plus dangereux. Il y a une géographie du pouvoir que Vladimir Poutine maîtrise mieux que quiconque. Hier, cette géographie s'appelait Saint-Pétersbourg, sa ville natale, son forum économique, son Davos à lui, transformé en théâtre d'une démonstration politique millimétrée. Pendant que des drones ukrainiens perçaient ses défenses et incendiaient un terminal pétrolier à quelques kilomètres, il recevait la presse internationale dans un palais impérial, souriant, dissertant sur l'économie mondiale et les perspectives de paix. Le chaos comme toile de fond, la sérénité comme message. Ce que Poutine a dit importe moins que ce qu'il a montré. Un dirigeant qui absorbe les coups sans modifier sa posture envoie un signal à tous ses interlocuteurs simultanément, à son opinion publique, que la guerre reste lointaine et maîtrisée, aux Occidentaux, qu'il n'est pas ébranlé, aux pays du Sud global, à l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Ouzbékistan, présent d'ailleurs à Saint-Pétersbourg, que son monde multipolaire avance même sous les drones. Et c'est dans ce contexte qu'il faut lire sa réponse à la lettre de Volodymyr Zelensky, la plus importante initiative diplomatique ukrainienne depuis le début du conflit. Pour la première fois depuis 2022, le président ukrainien s'adresse en effet directement et publiquement à Poutine, lui propose une rencontre en terrain neutre, un cessez-le-feu immédiat, un échange de prisonniers. C'est un geste de réalisme lucide. Zelensky sait que Washington est absorbé par l'Iran, que la fenêtre se referme, qu'il doit forcer lui-même la dynamique diplomatique. La réponse
du Kremlin est un chef-d'œuvre de non-dit calculé. Poutine n'a pas encore vu la lettre, a-t-on appris. Zelensky peut venir à Moscou s'il veut parler. Sur le fond, il dit être ouvert à un compromis, celui d'encourage avec Donald Trump, mais refuse tout cessez-le-feu préalable et exige que Kiev accepte les termes tels quels. Traduction, ce n'est pas une contre-proposition, c'est une invitation à capituler avec les formes. Ce refus, habillé en procédure, révèle la logique profonde du président russe. Il ne négociera pas depuis une position d'égalité. Il attend que le rapport de force lui soit encore plus favorable, que l'aide occidentale s'essouffle, que les midterms américains fragilisent Donald Trump, que l'épuisement ukrainien rende les concessions inévitables. C'est propre. Renseignement militaire planifie d'ailleurs la guerre jusqu'en 2027 ou 2028. Ce n'est pas une menace, c'est un horizon de calcul. La question prospective est donc celle-ci. Zelensky a choisi de négocier depuis une position de résistance relative avant que cette position ne se dégrade. Poutine lui parie que le temps joue pour lui malgré une économie sous tension, inflation persistante, taux directeur à 14,5%, déficit qui se creuse. Les deux hommes ont raison sur leur propre logique. Ce qui est incertain, c'est laquelle de ces deux temporalités l'emportera sur l'autre. Zelensky a écrit à Poutine parce qu'il ne peut plus attendre. Poutine n'a pas répondu parce qu'il le peut encore. Et c'est peut-être là la définition la plus juste de l'état de cette guerre. Il y a quelque chose de vertigineux dans la séquence de ces dernières heures. Quelques minutes après que le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les négociations étaient au point mort, Donald Trump publiait, lui, sur les réseaux sociaux qu'il était, je le cite, en plein cœur de ces négociations finale. De lecture du même moment, une seule réalité, les combats continuent. Dans la nuit de mercredi à jeudi a d'ailleurs été l'une des plus violentes depuis des semaines. L'Iran a lancé missiles et drones sur le Koweït et Bahreïn. Un mort, des dizaines de blessés à l'aéroport de Kuwait City. Les États-Unis ont frappé un pétrolier iranien près du détroit et le terminal pétrolier omanais de Mina Al-Faal a dû suspendre ses chargements après une explosion attribuée à un drone. Au Liban, le scénario est identique. Washington annonçait hier matin un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le gouvernement libanais. Quelques heures plus tard, le chef du Hezbollah qualifiait l'accord, je le cite, d'absurde et refusait d'en respecter les termes. Les frappes israéliennes ont donc repris. Au moins 8 morts. Et c'est ici que réside le nœud diplomatique central, bien résumé d'ailleurs par un responsable américain de l'Atlantic Council, je le cite. Pour l'Iran, la question est de savoir si Trump parviendra à contenir Israël. S'il est incapable de le faire au Liban, comment pourrait-il le faire en Iran ? L'Iran, d'ailleurs, qui a posé un cessez-le-feu au Liban comme condition préalable à tout accord global. Israël refuse de se retirer. Le cercle est vicieux et parfaitement fermé. Pendant ce temps, le Brent, lui, flirte avec les 96 $. Les stocks mondiaux s'amenuisent, Hormuz reste fermé pour le 3e mois consécutif et le président américain répète qu'un accord est imminent comme il le martèle depuis fin mars. Le problème n'est pas que la paix soit impossible, c'est qu'elle devient jour après jour de plus en plus coûteuse à construire et de moins en moins urgente pour ceux qui ont intérêt à ce que la guerre dure. Il y a des idées qui semblent folles jusqu'au moment où elles deviennent nécessaires. Alexander Stubb, président de la Finlande, en est convaincu. Ce moment est arrivé pour l'Europe. Depuis Helsinki, il a en effet appelé à porter l'Union européenne à 40 États membres. Royaume-Uni, Canada, Turquie, Norvège, Islande, une liste qui aurait provoqué des sourires polis il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, cette liste mérite d'être prise très au sérieux. Et pourquoi maintenant ? Eh bien parce que, vous le comprenez, vous le savez, le contexte a tout changé. Donald Trump menace d'absorber le Canada comme 51e État américain. Stubb répond, ne serait-il pas préférable que le Canada soit le 28e membre de l'Union européenne ? L'Islande, de son côté, organise un référendum sur son adhésion en août prochain. La Norvège reconsidère sa relation avec Bruxelles, ce qui relevait de la pure rhétorique fédéraliste est devenu désormais un calcul stratégique. Le président finlandais est d'ailleurs lucide sur la fenêtre, elle est très courte. Tant que la guerre en Ukraine dure et que Washington reste imprévisible, les capitales européennes ont intérêt à construire. Une fois la paix revenue, les résistances ressurgiront. Reste pourtant la question de fond, et cette question, elle est brutale. Une union à 40 membres serait-elle encore
gouvernable. L'histoire de l'élargissement à 27 a déjà montré ses limites, blocages institutionnels, divergences stratégiques, nationalisme de retour. Le président finlandais l'admet lui-même. Qui va le faire, quand, comment, il n'en sait rien. Et c'est peut-être là l'honnêteté d'un visionnaire, poser la direction sans prétendre tenir la boussole. Il y a des crises qui détruisent, il y en a qui reconstruisent autrement. Celle que traverse aujourd'hui le détroit d'Ormuz appartient à la seconde catégorie. En bloquant un point de passage par lequel transitait un cinquième du pétrole mondial, l'Iran pensait tenir une arme absolue. Elle est en train de la voir se retourner contre lui. La réponse des pétromonarchies du Golfe est spectaculaire dans sa rapidité. L'Arabie saoudite a porté son oléoduc Est-Ouest à pleine capacité, soit 7 millions de barils par jour contre 2 millions avant la guerre. Les Émirats arabes unis accélèrent la construction d'un second pipeline vers le port de Fujairah, opérationnel normalement d'ici 2027 et qui doublera leur capacité d'exportation hors détroit. L'Irak explore déjà des corridors vers la Jordanie, la Syrie ou bien encore la Turquie. La logique est donc implacable. Chaque kilomètre de pipeline posé réduit mécaniquement la valeur stratégique de la menace iranienne, ce que les économistes appellent la neutralisation d'une externalité, et c'est précisément ce que Téhéran redoute le plus. Mais gardons lucidité et un regard critique, car ces nouvelles artères restent vulnérables. L'oléoduc saoudien a subi des frappes de drones en avril, le terminal de Fujairah a été ciblé en mai dernier, le contournement coûte cher, prend du temps, exige une diplomatie transfrontalière délicate. Le détroit, lui, restera longtemps la route la plus économique. La vraie rupture, elle est ailleurs en fait, elle est mentale. Ce conflit a définitivement convaincu les capitales du Golfe qu'aucune rente géostratégique ne remplace une architecture d'exportation redondante. En ce sens, Hormuz ne disparaît pas, il perd juste son monopole sur l'angoisse. À horizon 2030, c'est toute la carte logistique régionale qui sera redessinée. Corridor ferroviaire du Conseil de coopération du Golfe, hub de stockage omanais sur l'océan Indien, accélération des routes maritimes africaines. L'énergie mondiale cherche, pour la première fois depuis 50 ans, une nouvelle géographie. Il y a 2 ans, le crédit privé était l'Eldorado. Des rendements élevés, une volatilité apparente quasi nulle et la promesse d'accéder à des stratégies jusqu'alors réservées aux institutionnels. Les particuliers s'y sont évidemment engouffrés massivement. Aujourd'hui, ils veulent en sortir et ce n'est pas si simple. Blackstone vient en effet de l'annoncer. Ses investisseurs ont demandé le rachat de 10% des parts de son fonds de crédit privé Big Read au 2e trimestre, soit 4,4 milliards de dollars. La société limitera les retraits à 5%, comme le prévoient d'ailleurs les contrats, mais comme elle avait choisi de ne pas le faire au trimestre précédent pour rassurer ses clients. Ce revirement est donc un aveu, ce n'est pas un cas isolé. Cliffwater, Bluehole, Ares, BlackRock, tous plafonnent désormais les rachats. Les taux de demande de retrait atteignent 10 à 22% selon les fonds. Le secteur est sous pression simultanée et ce, sur tous les fronts. La cause profonde, la hausse des défauts de paiement sur les prêts aux entreprises technologiques de taille moyenne qui constituent le cœur de ces portefeuilles. Le modèle tenait tant que les taux restaient élevés et les bilans solides. Ces 2 conditions s'effritent ensemble actuellement. La question prospective est donc maintenant posée. Ces fonds, conçus pour être semi-liquides, résisteront-ils à une sortie prolongée ? Les prêts qu'ils détiennent sont par nature difficiles à céder rapidement et c'est précisément le risque que les plafonds de rachat sont censés contenir, mais qu'ils ne font pour l'instant que différer. Attardons-nous désormais un instant sur que les investisseurs vont suivre aujourd'hui et au-delà de l'évolution de la situation entre les États-Unis et l'Iran, c'est du côté des États-Unis et du marché du travail qu'on ira chercher des catalyseurs et de la visibilité sur la résistance, la résilience, sur l'état, la robustesse de l'économie américaine. 14h30 seront publiés le salaire horaire moyen, les créations d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et les marchés européens ont terminé en hausse, soutenus par le recul des prix du pétrole et l'espoir d'une désescalade. Au Moyen-Orient, le CAC 40 a gagné 1,15%, tandis que le DAX et le FTSE ont progressé respectivement de 0,48 et 0,27%. La baisse des cours du pétrole a temporairement apaisé les craintes inflationnistes malgré des tensions persistantes entre Israël, le Hezbollah
Et l'Iran, les investisseurs restent toutefois prudents alors que la Banque centrale européenne devrait relever ses taux la semaine prochaine et que d'autres banques centrales maintiennent un ton restrictif. De son côté, Wall Street a terminé en ordre dispersé hier jeudi. Le Dow Jones a gagné 1,73% et a inscrit un nouveau record en clôture et le S&P 500 a lui progressé de 0,41% porté par l'espoir d'une accalmie au Moyen-Orient et par les secteurs de la santé et de la finance. Le Nasdaq a lui en revanche cédé 0,09% pénalisé par la chute de Broadcom dont le titre a cédé près de 13% après des résultats décevants. Et malgré ce revers, les investisseurs continuent de croire au potentiel de l'intelligence artificielle, tandis que les perspectives d'une désescalade géopolitique soutiennent le sentiment de marché. Enfin, les cours du pétrole ont nettement reculé hier, les marchés saluant la perspective d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Le Brent a perdu 2,84% à 95,03$ le baril et le WTI, la référence américaine, a perdu 3,10% à 93,04$ l'unité. Malgré le rejet de l'accord par le Hezbollah et la poursuite des frappes israéliennes, les investisseurs espèrent une désescalade régionale susceptible de faciliter un accord avec l'Iran et de sécuriser les flux énergétiques dans le détroit d'Ormuz. Les analystes restent toutefois prudents face aux difficultés logistiques qui pourraient freiner un retour rapide à la normale. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 5 juin 2026. Et juste après, comme convenu, nous retrouvons Antoine Quesada qui va nous expliquer quelle est la bonne stratégie à adopter sur le CAC 40. Le CAC 40 qui a ouvert en hausse à plus 0,21% et qui est donc à 8261 points. A tout de suite sur TV.